Eh Régis, attends-moi là 2 secondes, j'en ai pour 5 minutes. Salut les tourteaux. Ce soir, c'est votre soir. Je vais vous présenter le Galaxy S7 Edge. Donc le tout nouveau flagship killer, généreusement prêté par mon bienfaiteur comme d'habitude, qui est le fils de mon collègue. Merci mon garçon. Vraiment ravi qu'il m'ait prêté ce bel appareil, quoi. Vraiment, je suis vraiment super content, quoi. Et vraiment, donc c'est parti pour le déballage. Allez, on s'empresse de déballer le magnifique appareil que voilà. Et regardez-moi ce superbe écran. Et vraiment, là il n'y a aucune perte sur les bords, vraiment. Donc on appelle ça l'écran 2,5D. Et j'en avais jamais vu. Alors la première fois qu'on en voit un, franchement, ça fait quelque chose. Vraiment, on est... Et puis là, on peut que remarquer la qualité de l'écran Super AMOLED, et ça aussi. Tous les autres téléphones vont se coucher, hein, c'est clair. Même les iPhones, n'importe lesquels, tout ce que vous voulez, il n'y a pas photo. On fait pas mieux. On fait pas mieux, mais ça, Samsung, ça date pas d'hier qu'ils font aussi. Ça a toujours été les meilleurs en écran. Et pour le coup, ils confirment avec celui-ci. Le dos n'est pas en reste, mais on verra les belles lignes racées de l'appareil plus en détail tout à l'heure. Donc on continue le déballage rapidement. Donc là vous avez tout un tas de guides à l'intérieur, guide de démarrage, carte de garantie. On va pas s'étendre sur le sujet, tout le monde fait ça, c'est normal. Ensuite une coque de protection pour l'arrière. Donc moi je vais pas l'utiliser, hein, je vais la laisser au possesseur de l'appareil. Ensuite donc un chargeur donc à recharge rapide, hein, d'après mes sources, le téléphone se recharge en 1h40. 100 minutes, c'est ça, 1h40. Donc charge rapide. Ensuite, donc le câble qui va bien avec l'adaptateur. D'ailleurs, à ce sujet, vous avez vu, nous ne sommes pas en USB-C. Hein, la nouvelle connectique à la mode l'année dernière, là, l'USB-C, cette année, j'ai l'impression qu'on en est revenu. Ouais. Ils ont tenté, hein, ça fait un peu, c'est une révolution, faut tout racheter. Bon finalement, cette année on trouve des flagship killers où il n'y a pas l'USB-C, puis bon à la limite c'est tant mieux, ça, hein, parce que sinon faut tout racheter derrière, les adaptateurs, les machins, bon, ça va 5 minutes. Donc là ensuite je voulais revenir sur cette petite chose, donc qui est un adaptateur micro USB OTG, donc c'est super sympa. Ça permettra donc de brancher des clés USB, des disques durs. Les disques durs à vérifier quand même, parce qu'il faut alimenter le disque dur, donc je sais pas s'il y aura la puissance. En tout état de cause, les clés USB, c'est clair que c'est fait pour ça. Et enfin, alors voilà, parfait. Tout à l'heure j'avais du mal à l'enlever. Donc ça c'est les oreillettes intra-auriculaires avec la boîte qui va bien. Donc ça aussi c'est toujours cool d'avoir une petite boîte. En même temps, vu le prix de téléphone, hein, parce que vous doutez bien que le flagship killer de l'année de Samsung, c'est pas 500 €, loin de là, hein, c'est ni 600 ni 700. On approche des 800. Bon, allez, c'est parti. Maintenant, on va visiter notre magnifique appareil. Par rapport à son petit frère le S7, le S7 Edge passe de 5,1 à 5,5 pouces, mais l'ensemble reste très compact. Ce qui frappe toujours, c'est la beauté du terminal, accrue encore par l'effet brillant des matériaux. La face avant est dominée par l'écran Super AMOLED, le haut-parleur pour les communications, la caméra frontale, les capteurs de luminosité et de mouvement. En bas, nous trouvons le bouton d'accueil, les boutons sensitifs rétroéclairés et le micro.
Le S7 Edge dispose d'un écran QHD, donc 2K. Le contraste, la saturation, la netteté sont parfaitement étalonnés. Les angles de vision sont impeccables. Concernant la face arrière, la quasi-absence de protubérance de l'objectif et les bords courbés vers l'intérieur confèrent une meilleure prise en main. Dans le bureau, donc, qu'est-ce qu'il y a de remarquable? Rien de spécial, là on dirait presque une ROM stock. À part peut-être les icônes arrondies en bas, on voit bien que c'est la surcouche TouchWiz. Bon, sinon, qu'est-ce qu'il y a de spécifique à Samsung dans le bureau d'accueil? Donc sur votre gauche, il y a le volet des activités. Voilà, mais en fait, c'est pas les seuls. Les surcouches HTC, les surcouches Sony l'ont aussi en fait. Voilà, sinon, bah là, on voit quand même, il y a tout de suite Google là, qui est prêt à l'emploi. Hein, qui est ici. Ok Google. D'ailleurs, vous avez vu, j'ai pas fait exprès, mais il est en train de traduire ce que je raconte. Et en plus, ça marche super bien. Donc, alors attendez, on va faire. Ok Google, ferme la fenêtre. Ferme la fenêtre de navigation. Trajet vert, ferme la fenêtre en cours. Ouais, c'est ça, c'est bien. Et on empêche qu'il l'a détecté tout seul. J'ai même pas appuyé sur le bouton. Bon, bref, je savais pas que ça aurait marché. Donc, bah là, vous avez les différents bureaux virtuels, on va dire. Rien de spécial en fait dans le bureau d'accueil, si ce n'est évidemment la grosse innovation qui était déjà l'an dernier sur le Samsung S6 Edge, on va y arriver, c'est les volets latéraux. Les volets latéraux qui vous permettront de positionner vos applications favorites, hein, en plus qu'elles soient dans le bureau virtuel et dans le menu des applications. Vous les avez ici, donc dans les volets latéraux. Donc il y a plusieurs volets latéraux. Vous pouvez paramétrer des tâches sur l'écran. En fait, ça veut dire quoi concrètement? Vous savez, les widgets. Donc là, vous pouvez paramétrer les actions des applications de widgets. Excusez-moi, donc on revient là. Donc créer des raccourcis pour accéder à des fonctions d'application spécifiques ou pour communiquer rapidement et facilement avec vos contacts et favoris. Donc ça, c'est là, je parlais des widgets, on est d'accord. Et après, derrière, il y a les contacts. Voilà. Ces volets latéraux permettront d'ajouter des favoris, que ce soit contacts, que ce soit les applications et que ce soit les fonctionnalités de widgets. Voilà. Et c'est vraiment une fonctionnalité sympa. Et évidemment, si vous cliquez là, vous pouvez tout paramétrer. Donc on va se rendre dans le menu des applications où là on voit toutes nos applications évidemment installées, mais on remarque deux choses pour la première fois qu'on allume l'appareil, c'est qu'en fait il y a les applications Microsoft préinstallées et donc évidemment l'écosystème Samsung avec donc un gestionnaire de fichiers, un navigateur internet spécifique à Samsung, Samsung Health et le Galaxy Apps. Le Galaxy Apps qui quand même est fort sympathique. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a des applications du Play Store qui sur le Galaxy Apps sont gratuites. Pas toutes, mais voilà, ils ont quelques exclus. Donc sans plus attendre, on va sur les paramètres. Vous voyez que dans la surcouche TouchWiz, on retrouve tout de suite des paramètres favoris, hein, donc qui sont deux bandeaux ici là, et ensuite l'exhaustivité des paramètres. Voilà. Et là vraiment, il y en a plus que de raisons. Vraiment c'est impressionnant. On peut paramétrer un peu comme une cyanogène quoi. La surcouche TouchWiz permet de paramétrer à fond. Voilà. Alors on va s'arrêter quand même sur deux bricoles. Le mode simplifié qui on va le faire d'ailleurs. Ça c'est pour mamie, vous voyez. Voilà. Alors voilà le mode simplifié, vous voyez. Donc des grosses icônes, des grosses icônes pour papy et mamie. Voilà. Tout est plus gros et c'est plus pratique. Il y a vraiment en plus l'essentiel. Donc nous on va revenir rapidement sur et l'enlever, le mode simplifié.
Donc je le cherche, pardon. On va revenir en mode standard, voilà. Et donc il y a un autre truc qui est sympa dans les paramètres. Donc vraiment je cherche les choses qui se distinguent des autres surcouches, hein. Donc le Smart Manager. Alors ça y est, je crois, sur les Xiaomi, sur les Huawei. Par contre, ça n'existe pas sur Sony et ni sur HTC. Voilà, donc le Smart Manager, c'est sympa. Il y a un gestionnaire de batterie, un gestionnaire de stockage, de RAM et un utilitaire de protection. Et ça évite de se casser la tête et de rechercher des applications spécifiques. Il y a un dernier point qui était sympa, je trouvais, dans les paramètres qui a le mérite d'être souligné, que je le trouve, mode simplifié. Fonctionnalités avancées. Dans les fonctionnalités avancées, moi il y a un truc qui m'a plu, c'est pour les jeux, il y a le Game Tools. Et le Game Tools, qu'est-ce que c'est? C'est un petit résident qui, à chaque fois qu'on lance un jeu, permettra de couper toutes les alertes, donc toutes les notifications, les lettres de notification, tout ça. De verrouiller tout ce qui est en arrière-plan, de verrouiller l'écran, pas si malencontreusement on balaye sur le volet de notification, là c'est verrouillé donc on peut pas le faire accidentellement. On peut réduire la fenêtre du jeu, donc c'est-à-dire la minimiser, ou voilà, qu'elle soit pas en plein écran. On peut capturer l'écran et enregistrer, capturer une vidéo du jeu. Voilà. Par contre, pour l'avoir déjà utilisé, des fois pour la solliciter, ce résident, cet utilitaire, c'est pas évident parce que des fois le petit icône est sur un élément important du jeu et donc c'est la galère. Voilà. Mais ça peut avoir son importance et son utilité. Voilà. Donc ensuite, donc là, j'ai des pastilles parce que j'ai une mise à jour que je n'ai pas faite. Donc peu importe, on va juste aller ici donc sur les infos logiciels pour vérifier que nous sommes bien en Android 6.01 et que nous sommes bien en Marshmallow. Voilà. Donc sinon, donc là on a vu tout ce qui était paramétrage assez rapidement certes. Et là on va dérouler le volet de notification qui est du TouchWiz qu'on connaît tous plus ou moins. Voilà. Avec en bas les notifications et le paramétrage rapide ici. Oui, alors une autre fonctionnalité que j'avais oublié, qui est connue pour les utilisateurs de Samsung, mais qui est inconnue pour moi, c'est le multi-Windows. Donc en fait, pour ce faire, il faut aller dans les applications récentes, choisir celle que vous voulez avoir en multi-fenêtrage. Mettons là, je vais prendre Galaxy Apps, d'accord? Donc là, j'ai Galaxy Apps. Et en plus, on va dire, mettons, je veux aussi... C'est pas comme ça qu'il faut faire. Donc on reste sur Galaxy Apps. Bon, je la refais. Je m'excuse. Je la veux en multi-fenêtrage. On sélectionne le petit icône double fenêtre. Et j'en veux une deuxième dans la fenêtre du bas. Voilà. Et là, vous avez deux applis que vous avez vu. Si je clique sur le petit rond là. Voilà. Attention. Il faut bien cliquer sur le petit rond. Voilà. Je peux la découper et paramétrer la taille de chacune des fenêtres. Ça peut être sympa. Alors là, clairement, avec la résolution qu'il y a sur ce téléphone en 2K, ça peut être sympa. Une petite vidéo en bas, un peu de navigation en haut, des choses comme ça, ça peut se faire. Oui, tout à l'heure, nous nous interrogions sur la capacité ou pas du mobile à pouvoir alimenter un disque dur. Donc en voilà la preuve. Vous voyez, là, c'est mon Toshiba, donc mon disque dur Toshiba. Et là, c'est ce qu'il y a dedans, quoi. Donc, il y arrive. Donc autant vous dire que tout le reste, hein, clé USB et tout ça, il va s'en sortir sans souci. Et on va passer tout de suite aux specs détaillés. Donc les specs détaillés, c'est parti. On va tout de suite se faire notre fameux benchmark traditionnel. J'avais peur qu'il parte, que vous voyez tout de suite le score. Donc là, je vais couper pour ne pas vous le dévoiler tout de suite et pour faire tourner un peu le benchmark quand même, parce que ça vaut le coup de le voir.
Oh, le joli score que voilà, 130 720. Donc ben voilà, tout est dit, hein. Donc rapidement, si on va voir le classement. Donc on s'aperçoit qu'il est quatrième. Et encore, on n'est pas tellement sûr parce que le deuxième, c'est aussi un Galaxy S7 Edge. Alors est-ce que c'est les fluctuations des programmes en résident qu'on réduit un petit peu la note, ou est-ce que c'est le deuxième, est-ce que c'est le Galaxy S7 Edge version asiatique qui, je vous le rappelle, a un Snapdragon 820 et non un Exynos? Ça, je ne saurais vous dire, mais bon voilà, quand c'est au-dessus de 130 000, voilà, le téléphone c'est une tuerie. Quand en plus on sait qu'il y a une résolution de 2K sur ce téléphone, on se dit, mais s'il avait eu que du Full HD, mais il aurait une note qui exploserait tout, mais vraiment tout. Mais voilà, Samsung, leur flagship killer, leur haut de gamme, c'est tout le temps du 2K. Moi, je trouve ça dommage. Parce que ça entame bien la batterie et puis on perd un peu en souplesse. Bien que c'est super souple, on est d'accord, hein, mais bon, moi je trouve ça trop. Mais bon, voilà, quatrième, très bien. Ou peut-être deuxième, allez savoir, en fonction des résidents, des programmes qui tournent en tâche de fond. Voilà. Donc les infos générales. Donc vous avez la marque Samsung évidemment. Le modèle, donc justement, c'est SMG935F, pardon. Donc est-ce que c'est la version... oui, de toute façon, ça sera forcément la version européenne. Et donc la version asiatique différera. On est sur du Android 6.01, donc Marshmallow sans souci. Le GPU, c'est un 8 coeurs ARM V8. Ensuite, le render, donc c'est le GPU. L'humanité 780, on va voir que pour les jeux, ça se passe bien. La résolution, donc du 2K, que je déplore. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Et puis, ils reviendront pas là-dessus. Donc, qu'ils ne reviennent pas là-dessus. Ils font bien ce qu'ils veulent. Donc, la résolution de la caméra arrière, c'est du 12,2 mégapixels. Le stockage, 32 Go de stockage. Et vous en soustrairez 9. Et donc ça fait environ 23 Go de stockage disponible. Ok. Oui, parce qu'il y a du Android Marshmallow. Il y a la surcouche TouchWiz, il y a déjà toute la suite Office de préinstallée et tout l'écosystème Samsung. Donc en plus de TouchWiz. Donc ça fait du monde, ça fait 9 Go, il vous reste 23 Go. Ok. Donc sinon en RAM 4 Go évidemment. Ensuite le GPU, le CPU, on revient sur le CPU, ouais, pour on s'en fout. L'affichage, donc Humanité 780, ouais, tout ça on s'en fout. La densité de pixels, donc on voit bien 640 dpi, ça dépense l'attentement, c'est complètement débile, mais bon voilà, c'est magnifique, c'est super beau. Donc la caméra arrière, voilà, on a vu. La caméra frontale, donc en façade, comme c'est écrit, 5 mégapixels. La batterie, c'est du 3600 mAh, donc on verra que ça fait largement le taf. En utilisation polyvalente, ça tient 2 jours, modérément, hein, faut pas abuser. Puis en abusant, ça tient largement une journée, donc de toute façon, c'est très bien. Chose que Apple ne peut pas s'enorgueillir. Donc oui, Android 6.01 en 64 bits. On a à peu près fait le tour. Alors les capteurs, il y a tout. Voilà. Donc on va se faire aussi un petit Epic Citadel pour voir si en 2K il sait faire du 60 fps. Donc nous voilà sur le benchmark Epic Citadel. On en profite aussi pour constater que le son est très bon. Donc nos haut-parleurs sont de très bonne facture. Par contre, je pense pas qu'il soit aussi bon par exemple que mon Sony Z5 Compact. Mais ça reste tout à fait respectable. Ça reste très très bon. Sony en audio, je pense qu'ils sont meilleurs.
Par contre, au niveau qualité graphique, au niveau qualité de l'écran plutôt, ah, puis quand on voit les bords de cet écran, quoi. Enfin bref, admirons le benchmark. Et on espère évidemment, même si on est en 2K, du 60 fps. Et ben voilà, vous avez vu, en 2K, il fait du 60 fps. Autant vous dire que je crois que j'ai jamais vu un téléphone faire ça, que ce soit en ma possession ou même sur internet. Je crois que j'ai jamais vu un téléphone faire ça. Du 2K en 60 fps sur Epic Citadel, c'est du jamais vu. Nous voilà à l'interface de l'appareil photo. Clairement, il y a trop de choses à dire. Il faudrait une vidéo à part entière sur ce sujet-là, tellement l'appareil photo est puissant, tellement les fonctionnalités sont diverses et variées. Voilà toutes les fonctionnalités rassemblées dans un menu ici. Donc en fait, pour avoir plus de détails, il suffit de cliquer sur le bouton info. Voilà, donc on peut prendre des photos, encore heureux. Donc prenez les plus belles photos possibles en laissant votre appareil régler automatiquement les couleurs et les temps d'exposition. Ensuite, donc Pro, ajuster la valeur d'exposition, les vitesses de l'obturateur, la sensibilité ISO, la balance des blancs, les distances focales et le ton des couleurs manuellement pendant la prise de photo. Voilà. Ensuite, mise au point sélective. Alors ça c'est génial. Créer un panorama linéaire. Ensuite, enfin il y a plein de trucs. Démontage vidéo. Qu'est-ce qu'on peut faire? Effectuer diffusion en direct. Ah oui, du live stream vidéo. Du ralenti, de la photo virtuelle. Prenez des photos qui vous font ressortir les couleurs vives de la nourriture. Qu'est-ce que c'est quoi le dernier? Hyperlapse. Donc créez votre propre vidéo en accéléré en effectuant l'enregistrement à différentes fréquences d'image. La fréquence d'image sera ajustée automatiquement en fonction de la scène enregistrée et du mouvement de l'appareil. Voilà. Bon bref, il y a pléthore de fonctionnalités. Ok. Voilà. Je vais juste vous montrer quelques clichés. Pour vous montrer vraiment que le truc. Alors ce qui frappe, deux choses frappent, c'est les photos en intérieur, comme ici là. Vous voyez là il y a le flash. Donc les 12 millions de pixels, ça peut paraître faible, mais ils ont arrêté cette course aux millions de pixels. Hein. Et du coup, donc comme c'est l'ouverture la plus importante pour un appareil photo sur de téléphone, on va dire. Certains spécialistes s'accordent à dire que maintenant, ça y est, on a les qualités quasi d'un appareil photo réflexe. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire, qui est super important à signaler. Donc vous voyez, regardez-moi cette photo. Là, on se croirait dans le café, quoi. Sans le flash, là, il faisait super sombre. Ah, évidemment, moi, je filme et tout, on y perd, quoi. Mais même super sombre, regardez. Il n'y a pas de bruit. Voilà, là j'ai pris des photos depuis mon balcon et il n'y a pas de grain, c'est nickel quoi. Même quand on zoome vraiment au max, il n'y a pas de pixels, de bruit, pardon, le pixel heureusement il n'y en a pas. Bon, toujours en mode selfie, fin de la balade en mode 2K. Donc toujours impeccable. Je n'ai qu'une chose à dire. On n'a pas le choix dans la date. C'est clair. Il faut publier la vidéo demain. Passons au jeu maintenant, et inutile de vous dire que
tous les jeux passent à peu près comme une lettre à la poste. Il se trouve aussi quand même parfois quelques jeux qui ne fonctionnent pas parce qu'ils n'ont pas encore été optimisés pour ce périphérique, mais bon, ça les programmeurs y reviendront dessus, parce que inutile de dire qu'ils vont faire un effort pour que cette Edge fasse fonctionner leur jeu, sinon ça fait tâche. Mais ça, c'est les éditeurs qui devront se préoccuper de ce problème. Avec le Game Tools, on notera quand même quelques ralentissements lorsque le Game Tools est utilisé, notamment pour faire de la capture vidéo. Seul petit bémol, mais bon, c'est pas de chance, c'est que l'émulateur PPSSPP ne fonctionne pas encore, il n'a pas été optimisé pour cet appareil. Hold up. Come on. Let's go. Thanks. Contact! Bon, là j'ai coupé exprès la musique parce que je crains que après j'ai encore des soucis de droit d'auteur. Donc on va finir la séquence de jeu sans son, mais avec la musique libre de droit en fond. Conclusion, voilà. Une grosse claque visuelle dans un premier temps, avec l'écran AMOLED plus le borderless. Vraiment, c'est, je remonte. On se prend une grosse claque visuelle et on se dit, qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Et ben, tout le reste est très bon. Il n'y a pas de défaut rédhibitoire en fait. Tout est super bon. Il y a quelques petits reproches qu'on pourra lui faire. J'y viendrai tout à l'heure. Mais globalement, tout est impeccable. Donc voilà, sauf le prix évidemment, mais bon, voilà, là c'est un autre débat. On va pas épiloguer sur le prix qui est trop cher, comme Apple, tout ça.
Voilà, du haut de gamme c'est 800 boules, sauf les Chinois, et c'est comme ça, et on pourra pas faire autrement, c'est le marché. Le truc aussi bluffant, évidemment, c'est l'appareil photo, avec les technologies Dual Pixel et Bright Cell. Donc Dual Pixel, c'est pour la mise au point, je vous l'avais dit, c'est super, c'est instantané, c'est impressionnant. Et donc le Bright Cell, ça permet d'avoir une ouverture quasiment proche d'un PN réflexe, et vraiment aussi là pour le coup, dans les environnements sombres, on arrive à des photos de super bonne qualité, quoi. J'invente pas ça, je l'ai vu dans des articles, dans des revues, notamment sur 01net. Il y a des gens qui le disent. Moi, je suis pas vraiment spécialiste. Après, je peux qu'être qu'en admiration devant les photos que je prends, que j'ai pris. Mais voilà, il y a des spécialistes qui l'ont dit. Quelques puristes disent que la balance des blancs laisse à désirer et qu'elle est peut-être pas aussi bonne que celle de l'iPhone 6 et même pas 6S, l'iPhone 6. Voilà. Alors là, vraiment, on rentre dans le petit détail d'expert. Donc ensuite, dans l'environnement, l'IHM en elle-même, l'interface, elle est super fluide. On peut toujours avoir peur en 2K, hein, parce que c'est quand même un écran 2K. Que ça rame un peu, que ça lag un petit peu de temps à autre. Non, c'est super fluide, vraiment, c'est bluffant aussi ça. Les seuls petits ralentissements que j'ai constatés, donc je crois que j'en fais allusion au moment où je parle des jeux, c'est quand il y a le Game Tools qui est couplé avec un gros jeu assez balèze genre Red Racing. Là des fois je trouve que c'est pas aussi fluide que quand je coupe le Game Tools. Voilà, donc petit défaut. Sinon, on peut revenir sur la qualité sonore, elle est superbe, il n'y a rien à dire. Mais par exemple, elle ne vaut pas mon Z5. Alors pourquoi? C'est simple. En fait, il faut savoir qu'il n'y a qu'un haut-parleur en façade. Et la plupart des hauts de gamme en ont deux. Voilà, donc ça aussi, ça peut être un défaut, mais quand même, la qualité est superbe. Je ne vous ai pas parlé du capteur d'empreinte qui marche impeccable. Il y a la phase de paramétrage préalable, mais après, il marche instantanément, donc nickel. J'ai pas parlé des appels, alors je l'ai testé quand même pour vous. Ça répond super bien, pas de souci. Enfin, je veux dire, la qualité d'écoute et de conversation est impeccable. Je sais pas si en audio HD, je ne crois pas, mais bon, peu importe, ça reste tout à fait convenable. Donc pour le reste, j'ai à peu près tout dit. Le seul petit inconvénient vraiment, pour moi, c'en est un, mais c'est vraiment subjectif, c'est moi qui pense ça. C'est la surcouche Samsung. La surcouche Samsung, je la trouve vraiment full. Il y en a trop. Il y a trop de paramétrage, il y a trop de personnalisation. Et ça ne tient qu'à moi. Il y en a qui adorent paramétrer à fond dans tous les sens. Moi, j'aime pas trop. Moi, je préfère du stock ROM d'Android. Là, la surcouche Samsung... Voilà, c'est un truc de geek absolu, quoi. Vraiment, moi je trouve que c'est trop, quoi. Il n'y a peut-être pas besoin de tout ça. Et peut-être que justement, ça allégerait davantage le téléphone. Et peut-être que même l'autonomie serait peut-être meilleure aussi. Bon, déjà, elle est bonne, vous inquiétez pas. Vous pouvez, en utilisation raisonnable, ça tient 1 jour et demi, 2 jours. En utilisation même poussée, ça tient la journée largement. Sauf si vous faites du gros jeu en 3D, là faut pas. Il n'y a aucun téléphone qui tient une journée en jouant toute la journée, c'est pas possible. En jouant en 3D, bien évidemment. Donc pour ceux qui ont les moyens, c'est le meilleur téléphone. Allez-y les yeux fermés, il n'y a pas mieux. C'est une tuerie atomique. Même les matériaux, oui, je vous ai pas tellement trop parlé des matériaux, mais vraiment ils sont chouettes, quoi. Les 2 plaques en verre trempé de chaque côté, c'est vraiment beau à voir, quoi. En plus c'est incurvé, donc c'est arrondi et incurvé. Donc vraiment il y a eu un effort au niveau du design de fait qui vraiment donne aussi encore une gueule encore plus chouette, quoi. Ce téléphone, vraiment il n'y a rien à dire. Donc il est quasi parfait. Mais à 800 €, vous ne pouvez pas en demander moins. Voilà. Donc pour ceux qui n'ont pas l'argent, vous savez ce qu'il faut faire. Soit dans un réengagement sur 2 ans, vous pouvez vous le faire, vous le procurer, ça glissera mieux. Mais sinon, c'est pas la peine, c'est trop. Et puis, je vous rappelle qu'il y a le Xiaomi Mi 5 qui vient de sortir, qui est tout aussi puissant, si ce n'est plus. Il sera peut-être pas aussi balèze sur tous les points, mais je crois qu'on peut se le procurer aux alentours de 400 € en import. Et donc, si vous vraiment voulez une tuerie, il faudra regarder de très près tout ça. En attendant, celui-là, c'est une fracasserie, c'est le meilleur du moment.
J'ai pas envie de lui rendre. Je vais essayer de faire croire à mon pote que mon Z5 compact il est un peu mieux quand même. Voilà. Allez, sur ce, je vous salue les tourteaux. Oh là 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 là.